Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a bouclé mardi une visite d'amitié et de travail à Bamako. Outre les gros titres évocateurs, certains journaux voient en cette visite une concrétisation des relations bilatérales russo-maliennes. La pédagogie convergente est une méthode de transmission des connaissances aux enfants du primaire jusqu'en 6e année. Une transmission qui se fait à travers le bilinguisme. Où en sommes-nous avec cette pédagogie dans nos écoles? Et le monde de réponse au cours de ce journal. L'habit ne fait pas le moine, une expression percutante d'une sagesse populaire que chaque Malien a probablement déjà entendue une fois dans sa vie. Elle signifie que l'apparence d'une personne est souvent trompeuse et qu'il ne faut pas s'en tenir qu'à celle-ci. Les détails dans ce journal. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Après la visite du ministre russe des Affaires étrangères au Mali, les parutions vont bon train dans les journaux. Outre les gros titres évocateurs, certains journalistes voient en cette visite une concrétisation des relations bilatérales russo-maliennes. Salim Traoré. La visite du ministre des Affaires étrangères de la Russie chez les éditeurs de presse avec des titres évocateurs. Pour le devoir, Lavrov rassure par des engagements. Quant à l'élite, c'est l'impulsion d'une nouvelle dynamique dans la coopération russo-malienne. C'est une visite tout à fait historique parce que c'est l'une des rares fois qu'un ministre des Affaires étrangères de la Russie vienne dans notre pays. Par le passé, on a eu beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges, des visites de personnalités, de l'ex-URSS au Mali. Mais depuis la création de la Russie, je pense que c'est la première fois que nous recevons un ministre des Affaires étrangères. Une visite qui aujourd'hui est perçue comme la concrétisation d'un partenariat fécond basé sur le respect mutuel. Les autorités actuelles ont privilégié cette relation afin de nous aider à régler nos problèmes, notamment sécuritaires. Notre pays vit une crise sécuritaire ou multidimensionnelle depuis 2012. Après l'apport de plusieurs partenaires, cela ne s'est pas réglé, il faut le dire ainsi. Depuis l'arrivée des autorités actuelles, à savoir le colonel Assimi Goïta, il y a eu un changement de cap. Ce changement de cap nous a amenés vers la Russie. Apparemment, il y a des résultats. Et si je ne m'abuse, au cours de cette visite, il y a eu des échanges sur d'autres points de coopération possibles. Et je pense que la Russie est un pays économiquement puissant qui peut nous aider à régler un certain nombre de problèmes. Au-delà des défis sécuritaires, les Maliens attendent beaucoup de ce nouveau partenariat avec la Russie. Consultation ophtalmologique gratuite accompagnée de soins. L'opération se déroule à la polyclinique de Banakoro, près de Sénou. Environ une centaine de personnes âgées bénéficient de la chirurgie de la cataracte sur près de 600 consultations. Une action humanitaire à l'initiative de la direction de l'établissement et ses partenaires. Tiemoko Konati. La vieille Nyaolo Traoré, originaire de la commune rurale de Ouelesebou, vient de subir une chirurgie de la cataracte. Ainsi, elle bénéficie d'une prise en charge gratuite à la polyclinique Les Orangers, située au flanc de la colline à Banankoro, un village de la périphérie de Bamako. Je suis venu me faire soigner les yeux. C'est mon jeune frère qui m'a fait appel au village pour me faire part de cette campagne. Dieu merci, tout s'est bien passé. Cette intervention chirurgicale touche environ une centaine de personnes atteintes de maladies oculaires. Cette étape intervient après celle des consultations ayant vu la participation de 600 personnes. Après la chirurgie, nous allons procéder au suivi du patient. Notamment le lendemain, nous faisons le J1. On a auparavant pris l'acuité visuelle, c'est-à-dire on a mesuré la puissance des yeux sur tous les patients. Ensuite, après à J1, on va enlever le pansement, procéder à la prise de l'acuité. Ensuite, on va faire un autre contrôle 4 jours plus tard. Il s'agit là d'une action humanitaire à l'initiative de Amadou Beidisso, promoteur de l'établissement et ses partenaires. C'est l'Organisation pour la solidarité et le développement. C'est une ONG qui est très connue dans le domaine de l'ophtalmologie. Donc on a fait un partenariat avec eux. Bon, les consultations ont commencé véritablement la semaine dernière et ça s'est terminé samedi. Il y a eu 4 jours. Donc c'était samedi, vendredi, jeudi, mercredi. Et maintenant, les interventions commencent ce lundi et elles vont se continuer jusqu'au jeudi. À travers cette campagne de consultation gratuite accompagnée de soins, la polyclinique Les Orangers respecte une fois de plus une tradition, celle d'assister les malades à faible revenu.
Point Covid de ce jour 9 février 2023, on note 4 cas positifs, 2 guéris, 0 décès sur 221 tests réalisés. 24 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Depuis les années 1980, il est inséré dans le système éducatif de notre pays un nouveau programme communément appelé la pédagogie convergente. C'est une méthode de transmission de connaissances aux enfants du primaire jusqu'en 6e année, faisant le cumul du français et du bambara. Idrissa Oumar Maïga pour les détails. Depuis plusieurs années, il existe dans le système d'enseignement primaire un programme appelé la pédagogie convergente PC. Cette forme de pédagogie permet de transmettre la connaissance aux enfants à travers le bilinguisme, c'est-à-dire dans 2 langues différentes. Au Mali, la langue française est une langue nationale en fonction du milieu. Dans la capitale Bamako, c'est la langue bamanakan. La pédagogie convergente, c'est une méthode d'enseignement qui a vu le jour ici au Mali, si je ne m'abuse, en 1987. Donc c'est la première fois que la pédagogie convergente a été introduite dans le système d'éducation au Mali. Cette pédagogie permet tout simplement d'apprendre les langues, c'est-à-dire l'enseignement de nos langues nationales, mais à travers des groupes qui sont formés dans les salles. Nos enfants, ils venaient apprendre directement en français et nous avons trouvé qu'ils avaient des lacunes. Mais on a trouvé maintenant le moyen d'amener leur langue maternelle et à partir de ça, maintenant, on va évoluer au fur et à mesure et suivant les quotas en français ou en langue nationale. La pédagogie convergente est un programme dont le but s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du niveau des enfants et la valorisation de nos langues nationales. Ce programme connaît aujourd'hui des difficultés dans certaines structures d'enseignement primaire qui ne reconnaissent pas ce programme. Les questions ont été posées 1000 fois au département de tutelle. Donc il me semble que le fonds est disponible uniquement pour l'enseignement public et non l'enseignement privé. La population a des réticences à se faire sien, par exemple, ce système. Nous avons remarqué que les intellectuels refusent parfois. Il est très rare de voir un intellectuel envoyer son enfant dans une école APC. Et moi, je pense que cette tendance-là doit être renversée par des mesures fortes. À titre de rappel, l'APC se limite en classe de 6e année fondamentale. Aucun pays ne peut se développer avec une langue d'autrui, raison pour laquelle la pédagogie convergente PC est insérée dans le système éducatif pour la valorisation et la maîtrise de nos langues nationales comme facteur de développement. Les écoles de football et de basketball s'implantent progressivement à Bamako. Elles reçoivent des milliers de jeunes filles et garçons qui souhaitent faire carrière dans les 2 disciplines respectives. Cependant, l'accueil des enfants nécessite une bonne organisation sur différents plans pour l'épanouissement des pratiquants. Immersion dans quelques centres de Bamako avec Mahamadou Hamma. Le professionnalisme en football et en basketball nécessite un savoir-faire de pointe. Pour acquérir les connaissances pratiques inévitables, les joueurs intègrent les centres de formation pour développer les automatismes indispensables. Ici, nous sommes sur le site d'entraînement de la FCN, Association Football Club Nassiré. À 17h, les disciples forment différents groupes pour les ateliers, en présence de certains parents venus pour assister à la séance. Il y a des groupes de 10. Maintenant, il y a un côté qui défend et l'autre essaye de marquer. On a un tournoi à la fin de la semaine qui est beaucoup basé ici, les petits poteaux comme ça. Ici, nous avons les enfants U9 qui travaillent la conservation de balles, 4 contre 4. Comme je l'ai dit, c'est exercice AFCN. Ça, c'est exercice maison de l'AFCN. Ma fille adore le football depuis son enfance. Grâce à son courage, elle s'organise très bien pour joindre le football aux études. Le football impacte vraiment positivement les enfants. Au stade municipal de Kalabankoura, en commune 5 du district de Bamako, nous rencontrons l'éducateur de l'Académie Mamadou Diallo Football Club Allé. Là-bas également, le programme d'entraînement du jour est en plein déroulement. Nous enseignons aux enfants les b.a.-ba du football en mettant un accent particulier sur les techniques de contrôle du ballon et des passes. Ici, j'ai appris beaucoup de notions sur le football. J'ai développé des compétences dans beaucoup de registres de jeu. Le centre m'a permis également
d'apprendre les règles de l'harmonie sociale. La formation des apprenants se passe à différents niveaux. Outre l'apprentissage technique et physique, les centres misent aussi sur l'aspect éducationnel, histoire de rendre les disciples un individu complet. Nous avons ouvert les centres dans le but de renforcer l'éducation des disciples. Nous faisons en sorte qu'ils suivent bien les études. Pour l'atteinte de ces objectifs, donc, la première des choses, c'est l'organisation et le travail. Donc, il faut d'abord bien s'organiser, faire de bons recrutements, donc pouvoir dénicher les talents et avoir un staff technique qui vont suivre les enfants depuis les bas âges jusqu'à un certain niveau. À l'image des Calaban Sport Club, les centres de formation de basketball n'en restent pas moins des écoles où les disciples apprennent différentes connaissances. Concernant l'enseignement aux enfants, on commence par la base fondamentale, c'est-à-dire les fondamentaux du basket, et le tir, les dribbles et la passe. Sur le plan éducationnel, nous sommes en contact avec les établissements, tous les pratiquants ici aussi. Nous entraînons les enfants tous les mercredis, jeudis, samedis, dimanches, pour leur permettre d'aller à l'école. C'est très important. Ils ont 4 séances d'entraînement par semaine. Nous avons une certaine influence sur l'éducation. Et à côté de ça, on a la possibilité d'aider les enfants à aller à l'extérieur pour parfaire leur étude. Parce que quand ils sont performants, ils partent à l'équipe nationale, ils peuvent avoir la possibilité d'avoir des bourses d'études. Par exemple, j'ai 2 joueuses, il y a 2 qui sont au Canada, 2 qui sont aux États-Unis. Quand ils viennent en vacances, ils viennent jouer avec nous, toujours. Pour mettre en place un cadre favorable à l'épanouissement des encadrés, certains centres sont accompagnés dans leurs actions par des instances municipales. C'est vrai, on a vraiment un peu de problème d'espace. Ouais, aujourd'hui, nous sommes même dans la zone aéroportière où on a permis à ces jeunes même de venir faire des terrains pour s'épanouir. Aujourd'hui, on les assiste parce que généralement, les centres de formation, en principe, on doit même les imposer des taxes. Mais pour le moment, on ne les fixe pas ces taxes-là. Nous-mêmes, nous venons les encourager. Parce qu'aujourd'hui, le football, vous le savez, ce n'est plus seulement un simple jeu, c'est devenu une entreprise. Aujourd'hui, ça rentre complètement dans le développement de la commune et dans l'épanouissement de la jeunesse. Nous pouvons affirmer que les centres de formation de football et de basketball sont des écoles à part entière qui enseignent des connaissances variées aux apprenants. Cependant, le manque d'infrastructures adéquates et de partenaires financiers limite les centres dans l'atteinte des résultats escomptés. Quiconque a été jugé à tort, peu compétent dans un domaine ou surpris par une apparence trompeuse sera d'accord avec cet adage « l'habit ne fait pas le moine ». L'expression percutante d'une sagesse populaire que chaque Malien a probablement déjà entendue une fois dans sa vie s'applique à toutes les couches de la société. Mais que signifie cette expression ? Quelle est son origine? Il manque de réponse dans ce reportage signé Hawa Kamara. C'est un adage peu contredit. L'habit ne fait pas le moine. Autrement dit, l'apparence est parfois trompeuse. L'expression date du XIIIe siècle. À l'époque, on l'utilisait pour rappeler que tous les moines n'avaient pas le comportement idoine. Au fil du temps, l'expression est devenue universelle. Elle s'applique à toutes les couches de la société. Au premier regard, ce que vous voyez sur la personne, c'est l'habit. Son apparence, c'est l'habit qui détermine ça. Dans l'administration, dans le secteur privé, dans la vie courante, en un mot, il y a plein de gens qui sont comme ça. Et au premier contact, tu vas penser lui donner ta fille à marier si c'est un homme, mais en réalité, souvent, vous passez carrément à côté. Je pars louer des habits, c'est un frère. Je viens me présenter, soit disant c'est à moi. J'essaie de tromper les autres, juste pour me montrer. Ils vont croire que je suis un fils à papa ou un fils à maman et autres là. Quelqu'un qui s'habille très bien, on a un peu confiance à la personne par son quotidien. Mais cela ne veut pas dire que la personne n'est pas dangereuse pour le pays. La personne peut être dangereuse. C'est pour ça qu'on dit l'apparence est trompée. Il y a des gens aussi s'habiller et n'aiment pas parce qu'ils montrent que quand on s'habille trop, on montre la richesse. De ces faits, il est important d'accorder du crédit et surtout du respect à tout être humain que nous rencontrons sur notre chemin, peu importe son apparence, soulignent nos interlocuteurs. Je connais des gens qui n'aiment pas trop se montrer. Ils ont tout. Ils se montrent très rarement. Donc, mais ce n'est pas une question d'habit, ce n'est pas une question de monnaie, ce n'est pas une question d'argent. Les personnes qui s'arrêtent à l'apparence des gens concernant l'habillement, je dirais tantôt qu'ils sont sur le côté de ce dont on appelle
le faux total. Parce que pour quelle raison? Vous pouvez être une personne qui est bien habillée dans la société, mais vous trouverez que votre caractère social n'est pas bon. Certes, l'habit ne fait pas les moines, mais avoir une apparence soignée force le respect, l'admiration et la considération des autres. Sur un tout autre sujet, la décrue fluviale est très souvent la période favorable à la disponibilité du frétin en abondance sur le marché et autres types de poissons, toute chose qui explique une baisse de prix sur le marché. Cependant, le marché est aussi assez approvisionné par les autres variétés comme la carpe, le capitaine ou les silures. Mahamadou Hama a rencontré quelques acteurs du marché pour s'enquérir de l'état actuel du marché. Suivons. La décrue fluviale s'étend généralement de novembre à mai, d'après les services de l'hydraulique. Cette période est favorable à la prolifération de certaines variétés de poissons dans les fleuves. Ici, nous sommes sur une artère au centre-ville de la capitale. Lieu choisi par ces vendeurs de poissons. Nous pouvons constater que le marché est assez approvisionné. Chacun peut s'en procurer à son goût en fonction de ses moyens. Bon, maintenant, les prix, c'est abordable. Car chaque moment dans cette période, les prix deviennent abordables. On ne peut pas dire exactement les prix parce que ça peut se changer du jour au lendemain. Ça varie. Souvent, tu viens, tu peux trouver les kilos à 3 000. Parfois, ça arrive jusqu'à 6 000 aussi. Au niveau du marché, les prix varient selon les espèces. Nous vendons des poissons de fleuve de différentes variétés. La carpe, le capitaine et les silures. Les prix ne sont pas stables actuellement. C'est le capitaine qui est le plus cher. Il est cédé entre 5 000 francs et 5 500 francs CFA le kilo. Le silure est à 2 000 francs le kilo. Actuellement, le silure est le poisson le plus abondant sur le marché. Le prix de cette variété varie entre 2 000 et 4 000 francs le kilo. Les eaux ont baissé, mais il fait toujours frais. Pendant la saison fraîche, le frétin et autres poissons prolifèrent. Les poissons que nous vendons proviennent de Sélégué, de Djoro et de Massina. Les poissons nous proviennent de Mopti, de Ségou et de Djéné. Les prix de ces espèces aquatiques connaîtront encore une baisse pendant la saison chaude qui s'annonce. En tout cas, c'est l'avis des acteurs du marché que nous avons rencontrés. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ERTM2.